genre trouble. J'ai emprunté ce titre à l'essai De la féministe Judith Butler, qui a écrit le livre Trouble dans le genre. Dans cet essai, elle remet en question l'existence du genre, qui ne serait pas fixe et universel, mais plutôt dépendant du contexte culturel et temporel. Il serait alors redéfinissable à l'infini. C'est ce qu'on a appelé dans nos milieux cette fameuse théorie du genre. Ça ne va sûrement pas plaire, mais en fait, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, car nous pouvons tous constater que les rôles de genre ont changé ces 2 derniers siècles, bien avant la publication de son livre en 1990. Histoire que l'on soit tous sur la même longueur d'onde, je pense qu'il est important de donner une définition dans les sciences sociales du terme de genre. Comme ça, vous saurez exactement à quoi je me réfère quand j'utilise le terme de genre par la suite. Donc en sciences sociales, le genre désigne l'ensemble des représentations et des conventions socioculturelles liées à l'un ou l'autre sexe biologique. Donc les réactionnaires, peut-être que certains d'entre vous sont lecteurs assidus de certains auteurs, conférenciers de la réacosphère, comme on appelle, ont dit que c'était un déni de la biologie. Je ne suis pas vraiment d'accord, je trouve que c'est un raccourci malheureux qui est essentiellement nourri par des craintes et l'ignorance des thèses néo-féministes sur la question. Donc je vais vous donner un petit exemple. Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est bien vrai. L'identité féminine se construit dans le temps et dans un espace donné, qui a ses propres codes sociaux, modèles et stéréotypes. Mais pas que. Si le fait de naître avec tel ou tel sexe biologique ne suffit pas pour devenir totalement un homme ou une femme, il existe, à mon sens, entre le biologique et la construction sociale, une essence, une forme d'instinct. En réduisant le genre à une opposition entre le biologique et le social, la queer théorie, qui est en fait le nom utilisé en recherche de la fameuse théorie du genre, fait en fait le déni de cet instinct et de cette part naturelle qui fait que dans la plupart des cas, un bébé fille deviendra une femme et un bébé garçon deviendra un homme. Porté par le féminisme intersectionnel et en englobant cette part d'essence dans le concept de genre, on pourrait penser à une stratégie de destruction du fait socioculturel et donc, de fait aussi, de cette part de naturel dont il relève. Mais je suis pas ici ce soir pour jeter la pierre sur les aficionados de Judith Butler. Certains le font même très bien. Mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de chercher à comprendre comment on en est venu à remettre en cause le genre dans la recherche et de voir en fait l'émergence de telles thèses et pourquoi elles ont pu se diffuser. Loin d'être un complot contre la famille traditionnelle comme certains aiment à penser, cette situation, à mon sens, est le fruit empoisonné de faits sociaux et économiques qui s'inscrivent dans le temps long. On va recontextualiser un peu. Nous sommes au XIXe siècle. Le système économique capitaliste est alors bien ancré. Et avec l'industrialisation de masse vient le productivisme. Bien que le travail des femmes concerne dans un premier temps uniquement les classes sociales les plus basses, petit à petit, l'accès aux universités, les luttes féministes pour l'acquisition de droits, droit au travail, droit à des salaires égaux, etc., font que le travail des femmes va se généraliser tout au long du XXe siècle, jusqu'à arriver à aujourd'hui, où on ne remet absolument pas en cause le fait qu'une femme puisse travailler. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les femmes, au même titre que les hommes, deviennent des outils de production. Les femmes sont devenues peu à peu aussi responsables que les hommes d'un point de vue économique au sein du foyer, ce qui entraîne une émancipation du schéma traditionnel. Donc l'homme qui apportait les ressources au foyer et la femme qui les gérait ne sont plus la norme. Maintenant, les deux apportent les ressources et les deux les gèrent quand ils sont encore à deux, et parfois même chacun
pour soi. Donc cette acquisition du droit au travail des femmes a entraîné aussi une revendication légitime de droits égaux qui, par glissement, a instauré cette idée d'égalité entre les sexes. Je pense vraiment que ça découle de là, de se dire que un homme vaut autant une femme. L'idée est vraiment née dans les luttes sociales pour le droit au travail. De là, donc de cette idée d'égalité des sexes, découle une indifférenciation des rôles de genre au sein du foyer économique. Si la situation réelle n'est pas aussi franchement indifférenciée encore aujourd'hui, notamment avec la double journée des femmes, l'éternelle question de savoir si les femmes ont un salaire égal à celui des hommes, ou même tout simplement elles font encore face à des inégalités dans leur carrière quand elles décident d'en avoir. L'idée qu'une femme doit travailler et avoir une carrière professionnelle et autant de responsabilités que l'homme au sein du foyer quand il est encore là, elle est vraiment bien inscrite dans les mœurs et surtout elle est inculquée aux jeunes filles. Donc moi ça a commencé un peu avec ma génération et même celle de mes parents. C'est tu grandiras, tu auras un travail, tu gagneras ta vie, etc., etc. Donc c'est à mon avis, voilà, là où a commencé une des premières confusions dans le genre, où les rôles traditionnels économiques ont explosé finalement. Et donc on retourne encore au 19e, qui a été le berceau de deux autres phénomènes, à mon sens, qui sont importants dans cette confusion des genres. D'un côté, le puritanisme, et de l'autre, la société de consommation. Donc la société du 19e, qui était très puritaine, influencée notamment par le protestantisme à l'anglaise, l'ère victorienne, etc., qui a instauré finalement des codes de genre très stricts, notamment avec l'étiquette, avec des codes vestimentaires vraiment stricts, très différenciés. La femme porte le corset, l'homme porte le costume. On ne sort pas de ces représentations très rigides. Et le genre et son expression sont essentialisés à outrance. Freud, qui est un produit du 19e siècle, et un peu plus tard Otto Weininger, vont vraiment essentialiser ce qu'est la masculinité, la féminité, en la psychologisant, en l'essentialisant, en disant voilà, la femme est hystérique, l'homme c'est la virilité guerrière, et on a vraiment tout enfermé dans des cases, voilà, pour donner une image. Les représentations sont vraiment figées. Donc dans la charnière entre le 19e et le 20e, et c'est de là que viennent la plupart des stéréotypes qu'on a encore aujourd'hui sur la féminité et la masculinité. De son côté, la société de consommation renforce ces stéréotypes et crée une barrière franche entre féminin et masculin en proposant des produits qui sont genrés dans les grands magasins, voilà, donc avec l'avènement des grands magasins, le Printemps, les Galeries Lafayette, qui vont être des temples de la consommation moderne et qui vont commencer à démocratiser ce concept de mode. Et donc le XXe siècle continue vraiment dans cette lancée avec la consommation de masse. Et donc je vais m'attarder un petit peu justement sur ce que je disais, le concept de mode. C'est que c'est vraiment une création capitaliste dans le sens où les produits, donc les vêtements, les accessoires, les produits cosmétiques vont peu à peu cibler des consommateurs selon leur genre. Et finalement, la mode va se permettre des fois de casser les codes, mais ce cassage de codes devient tolérable tant que c'est à la mode. Par exemple, les femmes ont commencé à porter des pantalons sans que ça ne pose plus de problème à partir du moment où Yves Saint Laurent a sorti son smoking pour femmes. Et là, on s'est dit, ah bah oui, finalement, c'est pas si mal, ça n'est plus du tout vu comme une rébellion.
de porter un pantalon pour une femme, c'est devenu tout simplement la norme. Et aujourd'hui, c'est devenu presque difficile de voir une femme en robe plutôt qu'en pantalon. Reste la question des produits qui sont de base unisexes. Et on voit bien que petit à petit, on commence à les différencier et à les personnaliser selon le genre. Un exemple, par exemple, la cigarette. Jamais personne aurait pensé que on développerait des produits plutôt féminins et d'autres plutôt masculins ou neutres. Mais il y a vraiment ce produit, je ne citerai pas de marque, mais je pense que tout le monde voit les cigarettes plus fines avec des goûts féminins qui pour moi sont enfin j'ai du mal à comprendre pourquoi on cherche à genrer autant les produits. Et sinon aussi les produits de beauté et d'hygiène. On a un gel douche qui lave de la même façon pour hommes, pour femmes, de la crème, les rasoirs, ça les féministes en parlent beaucoup, on paye plus cher nos rasoirs roses. Bah oui, c'est vrai. Néanmoins, il faut quand même noter que peu de produits féminins à la base sont devenus masculins ou ont été déclinés au masculin. Même s'il existe des tentatives justement au niveau de la mode, de la haute couture, qui ont essayé d'instaurer la jupe pour homme, les talons, le maquillage. Alors que bon, aujourd'hui on dirait oh là là, ce sont des produits féminins, mais finalement ils ont été à la mode, avant notamment pendant l'Ancien Régime. Donc voilà, la société de consommation et les modes dictent alors l'alpha et l'oméga de la féminité et de la masculinité, dans un contexte où les différences de genre, n'étant plus liées au mode de vie, deviennent simplement cosmétiques. Et donc c'est vraiment cette idée que dans un monde où on n'arrive plus à différencier socialement les hommes et les femmes, les différences deviennent uniquement des différences d'apparence, de surface. On peut se poser la question, quelle est la conséquence de ce changement entre différenciation sociale et différenciation cosmétique ? Donc on a vu d'une part que l'interchangeabilité économique a contribué à une première confusion des rôles de genre. De l'autre, les différences de genre sont devenues finalement une esthétique. Et à partir du moment où cette différence cosmétique devient esthétique, pourquoi on ne pourrait pas emprunter des éléments à une mode masculine pour une femme ou l'inverse. Et donc ça c'est ce qu'on peut conclure sur les deux premiers points que j'ai abordés, mais en parallèle il faut aussi dire que la société tend petit à petit vers une individualisation extrême. Les hommes et les femmes sont désormais autonomes économiquement et donc des consommateurs responsables uniquement d'eux-mêmes. La mode gagne en importance au sein de toutes les couches sociales et devient un mode d'expression de sa propre individualité. La consommation de masse inculque la notion de choix. On choisit ce qu'on consomme, ou du moins on en a l'impression. À côté de ça, on a des restes puritains, notamment dans l'éducation, qui contribuent à la perpétuation des stéréotypes. Et à l'heure où la déconstruction, enfin l'idéologie de la déconstruction commence à être bien ancrée, très accessible, ce qui est offert finalement aux adolescents, c'est un choix entre la conformité ou le rejet justement de cette éducation très stéréotypée. Ce qui vient arriver au-dessus de tout ça, on a ce que Debord appelait la société du spectacle, via les médias, les célébrités, les réseaux sociaux, qui prônent une mode vraiment de la transgression, contre justement le puritanisme. Voilà, nous sommes progressistes, donc on est contre tout ce qui a été fait avant. Et fait la promotion finalement d'une forme de subversivité contrôlée. C'est jamais aller trop loin, mais quand même assez pour que les gens se questionnent et veulent copier cette transgression qui devient
cool. Du coup, ça implique que la barrière entre le féminin et le masculin que le 19e siècle avait construite de façon massive et qu'il avait voulu beaucoup plus solide qu'elle ne l'était même à la base dans des époques précédentes, par exemple au Moyen-Âge, ou encore plus à l'Antiquité, se fissure et devient franchissable à souhait au nom de l'individualité. Donc voilà, là, on peut voir que finalement, cette confusion dans le genre, elle n'est pas uniquement le fruit des pensées féministes, mais que c'est tout un air du temps, finalement, qui, au long du 19e puis du 20e, donc de la modernité, s'est installé dans les esprits et on s'en est même pas forcément rendu compte. C'est maintenant qu'on arrive à la postmodernité, qu'on a du recul sur l'époque qu'on vient de terminer ou qu'on est en train de terminer, qu'on se dit ah oui, les choses ont changé. Donc maintenant que je vous ai donné ces quelques faits, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Les formes de transgression de genre ont toujours existé. Par exemple, le travestissement a pu être rituel. À Sparte, lorsqu'un jeune homme épousait une jeune femme, pendant 1 an, il l'a déguisée et l'a cachée, et l'a déguisée en homme pour avoir ses premiers rapports sexuels avec elle, etc. Et au bout d'1 an, quand ses cheveux avaient repoussé, elle pouvait revenir dans la vie publique en tant que femme de son époux. Donc voilà, il y a ce jeu, il y a beaucoup d'exemples de travestissement lors de la Grèce antique. J'ai choisi celui-là parce que je l'aime beaucoup, mais même dans la mythologie, avec des dieux comme Dionysos qui ont une personnalité très ambiguë, androgyne, même parfois complètement de travestissement, vu que Dionysos est né garçon et on l'a caché et élevé comme une petite fille pour pas que Junon le retrouve. C'était ancré dans les mœurs, mais vraiment d'un point de vue rituel, spirituel et religieux. Le travestissement a aussi existé lié à des fonctions. Donc toujours en Grèce antique, les comédiens ne pouvaient pas être des femmes. Les femmes étaient interdites d'exercer ce métier, comme la plupart des métiers d'ailleurs. Et donc les hommes, quand ils devaient jouer, par exemple, Électre, c'était un homme qui donc s'habillait en femme. Et on retrouve ça aussi avec le théâtre traditionnel japonais, où ce sont des hommes qui portent des vêtements de femmes et jouent les rôles de femmes sans que jamais on ne remette en question leur identité dans le civil. Le travestissement a aussi existé tout au long de l'histoire comme étant un fait marginal de personnes un petit peu excentriques. On a des exemples à l'Antiquité avec des notables qui aimaient porter des toches de femmes, des bijoux qui étaient vus... Voilà, c'était plus une excentricité, c'était un moyen de les critiquer, mais jamais on n'aurait osé dire quoi que ce soit sur le fait que peut-être qu'il serait vraiment une femme. Ça restait un homme avec des vêtements de femme. On a aussi ce cas-là... plus récemment avec des personnalités comme David Bowie ou Marilyn Manson qui ont surusé de l'androgynie, du travestissement, sans jamais qu'on remette en cause finalement leur masculinité. Je pense qu'il est intéressant de faire la différence entre le travestissement, qui finalement n'est qu'un emprunt de l'apparence, parfois grotesque, parfois surjoué, l'androgynie, qui est un mélange esthétique des genres et qui là aussi ne remet pas en compte la masculinité ou la féminité intrinsèque de la personne qui porte un style androgyne. L'intersexualité, qui est un trouble chromosomal et physique et donc qui relève de la médecine. La transsexualité,
où là c'est vraiment les cas de changement physique de sexe, et avec les démarches pour le changement civil, et justement ce qui m'intéresse particulièrement, les personnes qui se disent transgenres, donc qui se basent plus sur un ressenti. Je ne me sens pas vraiment du sexe et du genre assigné à la naissance. On peut remettre en cause, mais je ne veux pas changer forcément mon biologique. Ou du moins ces changements sont vus un peu comme un tatouage ou un piercing la plupart du temps. Donc on a voilà cette réduction du féminin et du masculin chez les personnes transgenres à une esthétique qui peut être extrême, liée à un sentiment. Et c'est vraiment ce cas du transgenrisme qui me semble le plus problématique dans notre société. Problématique non pas tant qu'il existe, parce que bon, soit, c'est là, qu'est-ce qu'on a à dire, mais son émergence dans un contexte de société de consommation entraîne, à mon sens, des dérives qui ne font que accélérer l'avancée vers le postmodernisme le plus abject. Donc, dans un premier temps, ce qui me semble grave, c'est qu'on dépsychologise et qu'on ne voit plus comme un mal-être le fait de se sentir inadéquat dans la société. Mais en même temps, on psychologise et on pathologise le ressenti de genre. Donc il y a un changement dans ce rapport à finalement, dans ce rapport au mal-être, le plus souvent au mal-être adolescent, qui me pose problème parce qu'on ne fait que traiter un symptôme et non pas la cause. Donc ensuite il y a l'émergence d'une contre-culture queer qui touche des personnes de plus en plus jeunes, notamment à cause de la promotion de certaines figures. Par exemple, il me semble que Miley Cyrus à un moment avait dit qu'elle ne se sentait pas totalement femme, enfin des choses comme ça, et donc ça touche leur base de fans. Et de plus en plus jeunes, moi je vois souvent sur les réseaux sociaux des jeunes de 11-12 ans qui mettent dans leur petite présentation transgenre ou je voudrais, on voit bien que c'est une petite fille, parce que c'est même pas encore une jeune fille, c'est une petite fille qui dit moi je veux qu'on m'appelle lui. Ça sort pas de nulle part. Il y a vraiment une mode et une contre-culture, comme avant on décidait de devenir punk ou gothique ou d'autres choses selon les époques, et ben on décide de devenir queer avant même d'être assez mature pour se poser des questions sur sa sexualité et sur son rapport à son propre corps. Donc ça entraîne une idéologisation qui est encouragée au nom du progressisme, notamment par les féminisme intersectionnel, les lobbies LGBT, qui finalement englobent toutes ces personnes en disant nous avons tous une cause commune, c'est la bienveillance et la tolérance. Il y a encore ces restes puritains que j'évoquais tout à l'heure dans l'éducation, qui tend à l'enfermement des individus dans des cases. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais je pense que la perte de l'identité traditionnelle, identité de genre ou même identité je suis née ici, je viens de cette famille, tout ce qui pouvait faire traditionnellement une personne qui dit je suis ce que je suis, a explosé en fait, et n'est plus la référence, et donc on s'invente de nouvelles identités. Donc justement avant ça pouvait être je suis un garçon machin, mais je suis aussi punk. Maintenant c'est je suis queer, je suis lesbienne, je suis bi, je suis pan, je suis un chat, un chien. Toute ces gens cherchent encore finalement
à se mettre dans des cases, tout en disant qu'ils sont contre les cases traditionnelles. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que souvent, ces jeunes qui se sentent en inadéquation avec leur genre cherchent à réparer ce qui serait une erreur. Mais en quoi est-ce que ça serait une erreur qu'une jeune fille aime jouer au foot ? Ça ne va pas questionner le fait que c'est une fille. Mais justement, et j'avais vu un petit reportage sur un petit garçon qui souhaitait devenir une petite fille, qui a 10 ans maintenant. Et justement, ses parents parlent et ils disent oui, quand il était tout petit, il a commencé à être attiré par les jouets de filles, par le rose, donc comme ce que je disais tout à l'heure, des choses cosmétiques. Et donc au début, on a essayé de le brimer et il est devenu vraiment triste. Alors après, on a compris, il était triste parce que c'était un garçon. Et là, ils ont sorti tout le blabla progressiste. Oui, il faut l'accepter tel qu'il est, il faut qu'il s'exprime, qu'il exprime son genre. Et résultat des courses, ça se termine sur un résultat, sur un rendez-vous chez un psychiatre qui lui donne des hormones bloqueurs de puberté. Et ça aussi, c'est un problème et c'est la dérive qui me semble être la plus abjecte pour nos enfants, c'est que le capital a bien compris qu'il avait des produits à offrir à toutes ces personnes. Donc les bloqueurs d'hormones pour les enfants, les hormones de synthèse pour ceux qui ont déjà fait leur puberté et qui désirent transitionner, pour utiliser leur terme, et jusqu'à des opérations de chirurgie esthétique pour se faire retirer les seins, changement de sexe, féminisation des traits pour les hommes, des opérations très lourdes, très chères, pas remboursées, heureusement. Mais voilà, donc on se demande bien à qui servent les intérêts. Donc les transgenres s'arrêtent vraiment uniquement à cet aspect cosmétique du genre et ils sont satisfaits ou pas, la plupart du temps pas parce que leur sentiment d'inadéquation par rapport à leur genre était en fait un mal beaucoup plus profond, mais ils sont satisfaits lorsque leur apparence est modifiée au point de passer pour un homme ou une femme ou ni un ni l'autre. Voilà, c'est quand ils ont atteint une apparence idéale à leurs yeux, ils s'arrêtent. C'est une contradiction parce que finalement, dans leur discours, ils vont dire oui, le genre est uniquement une construction sociale, tout ce qui fait la féminité, la masculinité, finalement, on n'est pas d'accord, mais tout ce qu'ils font, c'est se conformer le plus possible au genre opposé. Et j'ai essayé, parce que j'ai assisté en fait à la naissance de l'émergence de masse de ce mouvement queer sur les réseaux sociaux, notamment Tumblr. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de questionner certaines personnes, mais si tu te sens homme, mais que tu n'es pas d'accord pour dire que tu es contre les stéréotypes, pourquoi tu portes des pantalons, tu t'es coupé les cheveux, tu arrêtes de te maquiller et tu caches tes seins. J'ai une amie qui a été dans ce cas-là. Et elle me disait, non, mais tu peux pas comprendre. Voilà. Donc, je n'ai jamais eu de réponse vraiment claire sur pourquoi on se conforme au genre opposé tout en étant contre le concept de genre fixe. Je pense que ce mouvement du transgenrisme, finalement, il est un peu à rapprocher dans un premier temps à un jeu de rôle grandeur nature. D'ailleurs, beaucoup de ces jeunes qui tombent sur cette idéologie, ils commencent à découvrir ça via le cosplay, donc les déguisements de personnages de pop culture, où une jeune fille va adorer un personnage masculin et décider de se déguiser comme lui. Et elle va finalement dire ah bah oui, je me trouve plus belle quand je ressemble à ce personnage idéal que j'adore et que j'aime incarner. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle les fanfictions,
où principalement des adolescentes écrivent des histoires parallèles, des petites fictions avec des personnages connus. Bon, il y en a beaucoup par exemple sur Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, où on va inverser les genres. Dumbledore est une femme, Gandalf est une femme, et puis Frodon est une jeune fille. Ils vont aussi leur faire avoir des idylles homosexuels, enfin des choses parfois étranges et parfois même un peu malsaines, mais qui sont vues, voilà, c'est de la pop culture, c'est on s'exprime, voilà, on exprime notre individualité via justement ce cosplay, ces fanfictions, et finalement c'est quelque chose qui est commun à tous les adolescents, de chercher à s'identifier à des modèles. Et ça fait partie de la construction de la personnalité. Mais autrefois, les jeunes puisaient leur inspiration dans les mythes, les images d'Épinal et le modèle familial, essentiellement. Donc, vraiment avec une vision pérenne de ce qui pouvait être la féminité, la masculinité, et confronté au réel avec les modèles parentaux. Mais aujourd'hui, les parents sont trop occupés à subvenir aux besoins du foyer et ont démissionné, en quelque sorte, de leur rôle de transmission. Et l'éducation nationale n'assure plus son rôle de transmission des humanités, on va appeler ça comme ça, et les enfants s'éduquent uniquement avec des lectures et des produits audiovisuels qui sont contemporains. Matinée d'idéologie progressiste, hein. Il suffit juste d'aller dans une librairie au rayon enfant pour voir ce qui est mis en tête de gondole. Max et Lily ont deux papas, voilà, enfin. Ils grandissent finalement uniquement avec des produits comme ça. Et aussi, ils vont de plus en plus tôt sur Internet sans surveillance, rencontrent des personnes via les réseaux sociaux. Voilà, je tape Seigneur des Anneaux parce que j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé. Je tombe sur une jeune fille qui a fait un cosplay d'Aragorn et une fanfiction où finalement tout est remis en cause. Et puis petit à petit, lien par lien, on tombe sur une personne qui a fait une vidéo YouTube qui explique j'étais triste parce que j'étais un garçon alors je suis devenue une fille. Et là, ça y est, on est dans la démarche, c'est sympa, j'aime bien ces personnes, j'aime bien ces choses-là, et ben je vais devenir comme eux. À côté de ça, l'éducation qui se veut de plus en plus bienveillante, à l'écoute, ne donne plus de repères à l'enfant, et uniquement ses sentiments, ses intérêts du moment sont vraiment les seuls repères à prendre en compte dans son éducation, de peur de brimer son individualité. Finalement, avec ces enfants qui s'expriment librement, on en vient à projeter des raisonnements d'adultes sur leur sexualité, leur orientation sexuelle et leur genre. Par exemple, les réacs vont dire attention, si ton fils il joue avec une poupée, il risque de devenir homosexuel, hein. Et de l'autre côté, on a les super progressistes qui vont dire oh là là, mais si ton fils il aime le rose, peut-être qu'au fond de lui c'est une fille, tu devrais y penser. Là encore, toujours des stéréotypes liés à la société de consommation, mais jamais on va entendre dans le débat public quelqu'un dire quelque chose de mesuré. Lucille, oui, bon, bah ton fils il joue avec une poupée, mais c'est ses goûts et on verra bien ce qu'il deviendra plus tard. Ce sont ses goûts et pas son identité. Et voilà, aujourd'hui, les goûts, ce qu'on consomme, deviennent l'identité. Et c'est vraiment, voilà, je pense que là, on a une partie du problème de la postmodernité qui se dessine devant nous. Donc, c'est pour ça que j'étais ici ce soir. C'est pour tenter de dépassionner un débat et de le recentrer sur ses causes profondes, d'offrir des pistes de réflexion pour chacun. Le féminisme, le gender, etc. ne sont vraiment que les symptômes d'un système qui est malade.
Et quand on est malade, ça n'est pas en faisant baisser la fièvre qu'on soigne vraiment le mal. Donc, je pense que le renouer avec nos racines, rééduquer, se débarrasser des stéréotypes au profit de la recherche de l'essence féminine et masculine qui est finalement toujours en chacun de nous, redécouvrir une part du sacré, pas forcément du religieux, mais du sacré, de ce qui a toujours été, l'ordre naturel finalement, et se les réapproprier pour mieux les transmettre aux générations futures, sont à mon sens une voie beaucoup plus pérenne que de lancer des cris d'orfraie en gigotant des ballons roses et bleus. Merci. Merci.